Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, l'insécurité s'empare de la ville de Foumbot dans le département du Noun, région de l'Ouest. Des jeunes repris de justice, pour certains y ont élu domicile et agressent depuis plusieurs mois les populations locales. Munis d'armes de guerre, certains de ces jeunes malfrats viennent d'être mis hors d'état de nuire par les forces de sécurité. Les détails à suivre dans ce journal. Encore un scandale de primes au sein d'une sélection nationale au Cameroun. 7 mois après leur participation au championnat d'Afrique de leur discipline, les Lions de volleyball expriment leur colère. Depuis lors, ils n'ont pas été payés malgré les promesses du gouvernement. Voilà qui relance la sempiternelle controverse sur la gestion de la participation des équipes nationales aux compétitions internationales. Les précisions sont à suivre dans ce 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Coupure intempestive d'électricité et d'eau dans le département du Mayo-Tanaga. Le préfet de cette localité met en garde les agents d'Eneo et Camwater. À peine arrivé dans son nouveau territoire de commandement, Jean Bosco Awom ne supporte pas la récurrence des délestages. Il exige que des solutions soient prises dans les brefs délais. Amadou Daïrou, Nandine Guanfo, Ulrich Konomala. Moi, je suis fatigué de savoir que les gens crient, me tapent sur la tête parce que les gens pleurent. Si vous ne voulez pas arranger le problème, je vais vous prendre, je vais vous garder en cellule. La mise en garde du nouveau préfet du Mayo-Tanaga contre les agents de Neo et de Camwater. Lui, qui vient à peine d'arriver dans le département, ne supporte pas les coupures récurrentes d'eau et d'électricité. Les deux agents semblent se rejeter la responsabilité. Là, on fait que c'est quand il y a une alimentation complète en électricité excellente. Si on le fait, on va finir nos 100 litres de gazole qu'on pompe en 4 heures et ne pas servir toute la population comme il le faut. Le délégué du journal de l'eau a fait une suggestion de création des électropompes. C'est un générateur qui consomme le carburant. Nous n'avons pas de tels générateurs qui viennent citer. Nous avons des pompes refoulantes. Tout comme le reste du Cameroun, les coupures d'eau et d'électricité restent accrues dans le département du Mayo-Tanaga. Les installations électriques sont désuètes et les conduits d'eau sont quasi dysfonctionnels. Le préfet annonce quelques mesures palliatives. Nous avons tout fait pour qu'un générateur de gros calibre soit mis à disposition pour que lorsqu'il y a rupture d'énergie électrique, que ce groupe prenne le relais afin qu'il puisse continuer à pomper de l'eau. Mais quant à ce qui concerne l'énergie électrique, nous allons voir dans quelle mesure tout fait pour que l'énergie thermique revienne afin de couvrir le gap qui est entre la coupure énergétique et puis la reprise du courant par Eneo. Avom Jean Bosco a ainsi effectué sa première tournée dans le département du Mayo-Tanaga. Le préfet a été installé le 14 février 2024 par le gouverneur de la région de l'extrême nord. Vous l'avez certainement remarqué, les travaux de réhabilitation de l'axe Makepe-Misoke Entrée-Chefferie sont à l'arrêt depuis plusieurs jours. Alors que certains usagers dénoncent les lenteurs observées dans la livraison de ce chantier, les commerçants, eux, en ont profité pour installer leurs marchandises. Voyons tout cela dans ce reportage de Théophile Tchunke, Hubert Michel Kamini. Marché Makepe-Misoke dans le 5e arrondissement de Douala, les commerçants envahissent la chaussée et y installent des étals. Les commerçants ont fui tous pour venir en route. Parce qu'il n'y a pas de travail, les engins sont garés. Le tronçon marché Misoke Entrée-Chefferie, dont les travaux de réhabilitation ont démarré depuis près de 2 semaines, sont en arrêt et impactent fortement sur la circulation. On travaille au pays, c'est comme si on était locataire dans notre pays. Ça, c'est un travail qui est nul. On voulait normalement que continue la route et finisse pour que nous soyons libérés. Ça nous gêne. Les automobilistes, forcés de passer par là, créent leur chemin, se glisser sur les à côté pour joindre l'autre bout. Nous, on préfère qu'ils libèrent même les engins là pour que nous puissions même passer. Il y avait l'eau ici à 3 mètres de profondeur.
Mais on nageait dedans, on s'en sortait. La présence des techniciens sur le site avec les engins stationnés courrouce les usagers. Ils ne travaillent rien, ils sont vraiment là-bas pour nous regarder comme vous le voyez là au-dessus des engins. La façon dont ils sont en train de travailler, ça nous plaît même pas. Vu d'avoir des machines, ils font semblant comme si on a des machines. Ils ont quoi? Ils n'ont rien. Même les habitués de cette route n'arrivent plus à se contenir. Pris de colère, ils se lâchent. Tout ça, c'est pour couvrir les élections. Ils font la publicité qu'ils travaillent beaucoup, Pendant 7 ans, on vous donne une boîte de sardines pour faire voter. Cassez par là même. Si c'est fini ça, 6 mois ou trop. Vous allez voir le feu ici, là. Il n'y aura plus rien comme gravier. La rigole et les creux sur la chaussée représentent un danger permanent à la moindre tombée des pluies. Beaucoup de gens tombent même ici, là. Parfois, quand il pleut, là, il y a les mares d'eau, là. Un enfant peut traverser ici, là, quand il pleut. À la mairie de la ville, aucune explication formelle n'est donnée pour justifier l'arrêt des travaux. Cependant, ils assurent de la reprise des activités d'ici peu. Mais en attendant, le marché se poursuit sur la chaussée et les automobilistes se battent dans la cascade. 2 des 3 entreprises mobilisées sur le chantier de réhabilitation de la route Mbalmayo-Sangmelima reçoivent des cartons jaunes de la part du ministre des Travaux publics. Emmanuel Nganou-Dumessi les enjoint de rattraper le temps perdu et d'accélérer les travaux afin de respecter leur cahier de charge. C'était au cours de la visite d'évaluation de ce projet routier qui relie la région du centre à celle du sud. Emmanuel Diop et Marcelin Ganson. Fortune diverse pour les 3 entreprises mobilisées sur les 115 km qui séparent Mbalmayo de Sangmelima. Sur le lot 1 qui va de Kombitié au village Nkolaya 3 sur une quarantaine de kilomètres. La cadence des travaux n'est pas du goût du maître d'ouvrage. Emmanuel Nganou-Dumessi ne manque pas de tenser l'entreprise qui est mobilisée depuis octobre 2022 sur ce chantier. C'est à se demander ce qui coince. Qu'est-ce qui a fait que ça retarde? Il y a eu des difficultés de démarrage. Je vous rappelle aussi que c'est une tâche nouvelle. Donc au niveau des laboratoires, ça a pris du temps pour avoir la bonne formulation qui peut se tenir à la structure de la chaussée. Certes, des opérations de recyclage de la chaussée existante, d'exécution des fossés bétonnés de cantonnage s'effectuent sur le terrain. Mais c'est presque de la poudre aux yeux, puisque le taux d'avancement des travaux affiche moins de 30% pour une consommation de délai de plus de 115%. Les mesures, déjà, on a renforcé le matériel, on a renforcé le personnel. Si possible, nous serons disposés à prendre un deuxième atelier de recyclage. Avec ces dispositions, nous sommes sûrs et convaincus qu'on restera dans les délais. Quant au lot 2, qui va d'un Kolaya 3 en Côte 2, sur une distance de 45 km, le taux d'exécution des travaux est de 40%. Si on observe un léger mieux par rapport au lot 1, il y a que la consommation des délais dépasse également les 115%, ce qui a amené le maître d'ouvrage à prescrire l'accélération des travaux pour une livraison en septembre 2024 au plus tard. La seule satisfaction est venue du lot 3, long de 33 km, qui va du village Côte 2 jusqu'au carrefour de la Stèle, à l'entrée de la ville de Sangmelima. L'entreprise a quasiment achevé les prestations prescrites dans son cahier de charges. Les travaux qui évoluent à un bon rythme sont évalués à 80% et il est plus aisé désormais de rouler sur cette section. Bon à savoir, la route Mbalmayo-Sangmelima, qui assure la liaison entre les régions du centre et du sud, est également d'une importance capitale pour la sous-région, puisque les usagers à destination ou en provenance du Congo passent par ici, via la localité frontalière d'Ntam. Si vous êtes friand de vin ou whisky dont les bouteilles sont très souvent étiquetées des noms ou marques qui vous paraissent inconnus, sachez que vous avez devant vous des boissons frelatées. À Bamenda, une unité de production illégale vient d'être démantelée par les forces de sécurité. Les individus trouvés sur les lieux ont été interpellés pour exploitation. Voyons tout cela dans ce reportage de La Fleur signé Daniel Warren 2 et Stellambo. Nous sommes à Bachi, quartier situé dans la commune de Bamenda 1. Dans cet entrepôt, des immenses cubiténaires contenant une grande quantité de vin frelaté ainsi que des bouteilles de vin mal entretenues. Suite à des renseignements, le groupement gendarmerie de Bamenda a mis la main sur un important réseau de fabrication de vin frelaté. Après l'infiltration, on a réussi à surprendre tous ceux qui sont en train de travailler dans cette usine. Et on les a retrouvés avec une bonne quantité de matériel extrêmement dangereux pour la santé. Ils étaient en plein processus de fabrication du faux vin. Des boissons fabriquées sans aucun respect des normes hygiéniques et des dosages scientifiques. Il y a un certain nombre des hommes qui ont été interpellés, des personnels qui ont été interpellés pour l'instant. Nous allons continuer les investigations afin que nous puissions démanteler tout le réseau
tous ceux qui sont impliqués dans la fabrication de ce produit qui est très toxique pour la santé. Dans l'arrondissement de Bamenda 3e, au quartier Bayele, un autre réseau de fabrication illicite de vin et whisky frelaté a été intercepté. Le délégué régional de la sécurité nationale du Nord-Ouest déplore l'expansion du phénomène. Ces whisky et ces vins frelatés sont du poison. Vous-même, vous avez vu les conditions auxquelles ces produits sont fabriqués. C'est vraiment déplorable. Et je crois que c'est une opération qu'on va multiplier dans la ville de Bamenda, même au-delà de Bamenda, parce que c'est devenu vulgaire dans nos villes. Tout en saluant l'implication des populations dans le démantèlement de ces réseaux, il appelle la justice à punir sévèrement tous les individus impliqués dans la production et la commercialisation de ces produits toxiques. Fin de cavale pour 4 présumés braqueurs. L'opération de leur traque a été lancée par le commissariat de sécurité publique de Foumbot suite à la multiplication des braquages ayant le même mode opératoire dans cette ville du département du Noun. Ces individus âgés entre 28 et 40 ans, tous ayant déjà séjourné en prison, ont été mis à la disposition des autorités judiciaires compétentes. Maman Soufone, Robert Kenye, Vivien Tonfag. Individus âgés entre 28 et 40 ans viennent d'être traqués par le commissariat de sécurité publique de la ville de Foumbot. Ils sont les principaux suspects dans le cadre d'une enquête ouverte contre les auteurs de nombreux braquages que connaît depuis quelque temps cette ville du département du Noun. Ces cas de braquage ont présenté des modes opératoires très élaborés et en même temps les armes décrites par les victimes nous ont fait penser qu'il s'agissait de personnes rompues à cette sale besogne. Ces indices amènent les fins limiers de la police à orienter leurs investigations vers des repris de justice. En suivant dans cette piste, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait l'un d'eux qui nous intéressait particulièrement et qui, vivant à Makba, se retrouvait à Foumbot tous les jours où il y a eu braquage. Ayant obtenu un maximum d'informations sur ce dernier ainsi que sur ses fréquentations, la police passe à l'action et très vite se rend compte qu'elle était sur la bonne piste. Entrant donc en action le mercredi 17 avril, nous avons interpellé le premier à Foumbot qui s'est avéré même être chef de gang. Une perquisition dans ces domiciles permet de retrouver leur impressionnant matériel de travail constitué entre autres d'armes sophistiquées et des pinces Monseigneur. Lors de la perquisition dans ces 2 domiciles que nous avons trouvé l'essentiel des armes que vous avez pu voir. Le même jour, nous nous sommes déployés à Fouman où nous avons interpellé 2 autres nommés Zao et Raï Youssoufa. Sur Zao, nous avons trouvé le pistolet mitrailleur. Après cette importante prise, le commissariat de sécurité publique de Foumbot a mis ses présumés braqueurs à la disposition des autorités judiciaires qui auront la responsabilité de décider sur leur sort. Cités dans l'affaire Martinez-Zogo, les différents membres du gouvernement passeront-ils à la barre pour répondre à cette citation? Au regard de leurs fonctions et positions, le Code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles les témoins sont appelés à exercer leur témoignage. Les explications de Joël Essengue et Guy Zogo. Après la divulgation de la liste des témoins qui seront cités à comparaître dans l'affaire Martinez-Zogo, quelques questions surgissent. Au regard du rang de certains de ces témoins qui sont de hauts commis de l'État, se rendront-ils effectivement au tribunal militaire pour témoigner? Devant la difficulté à voir des avocats se saisir ouvertement de cette question, nous avons dû recourir au Code de procédure pénale en vigueur au Cameroun. Celui-ci stipule en effet que tout témoin régulièrement cité et acquis au débat est tenu de comparaître devant les juges d'instruction ou le procureur de la République. Le témoin s'expose à des mesures de contrainte s'il ne répond pas favorablement à la citation conformément à l'article 188 du Code de procédure pénale. Il peut se voir contraint par un mandat d'amener et s'expose à des poursuites pénales en vertu de l'article 173 du Code de procédure pénale qui réprime le témoin défaillant. S'agissant particulièrement des membres du gouvernement, ils sont tenus d'apporter leur concours pour la manifestation de la vérité s'ils sont régulièrement cités comme témoins. Cependant, dans la pratique jusqu'ici,
Leurs auditions dans le cadre du tribunal criminel spécial ont toujours été entourées de toute la discrétion. Dans l'affaire Martinez-Zogo, seules les exemptions à témoigner au sens de l'article 322 du Code pénal peuvent être évoquées. Celui-ci écarte les personnes atteintes d'une incapacité mentale ou physique à témoigner, ce qui pourrait ouvrir la porte à des esquives, voire à des excuses. C'est donc devant le tribunal militaire, lors des audiences à venir dans cette affaire du journaliste assassiné, qu'on saura ce qu'il en sera exactement. Insécurité dans la région de l'Est, l'arrondissement de Ngoura fait toujours face au phénomène de coupeurs de route. L'économie et l'éducation sont paralysées par les prises d'otages avec demande de rançon. Et pour faire face, une caserne du bataillon d'intervention rapide vient d'être mise en service dans la localité de Wumbu et les populations se frottent déjà les mains. Le reportage de Benjamin Issa. Population de l'arrondissement d'Ongoura dans la région de l'Est ont perdu le sommeil à cause du phénomène des coupeurs de route. Depuis 2015, que le coupeur de route sort ici, depuis que le centre trafic est capté aux frontières et entre pour tuer les gens, pour arracher les biens, pour arracher l'argent, et j'arrête les gens et tue. Et gros, je me mets des marques de millions. Prises d'otages avec demande de rançon ont fragilisé l'économie et le secteur de l'éducation. Ce phénomène a pratiquement vidé l'arrondissement de Ngoura des opérateurs économiques. Ce phénomène, même au niveau des fonctionnaires, a des conséquences parce que nous avons des écoles comme l'école publique Gabon qui a fermé définitivement ses portes. Conscient de cette insécurité ambiante, le chef de l'État a décidé de la mise en service d'une nouvelle caserne du bataillon d'intervention rapide dans le secteur de Wumbu. Il y a un salle télé pour les loisirs, il y a des toilettes à l'intérieur, une cuisine, un four et un château d'eau qui ne sert pas seulement le but, mais qui sert aussi la population. Outre ce dortoir de 50 places, ce bâtiment qui pérennise la présence du bir Ngoura est aussi doté d'une salle de loisirs et d'un bloc cuisine. Une franche collaboration s'impose entre la population et les forces de défense. La population rentre maintenant toute consciente de ce qu'elle a, la sécurité en permanence. La collaboration franche, de partager l'information nécessaire pour que nous puissions faire un bon travail. En politique, alors que les citoyens continuent de se bousculer devant les postes télécom pour leurs inscriptions sur les listes électorales en vue des échéances de 2025, le directeur général des élections est poursuivi en justice. Éric Essoussé est accusé par le citoyen Abdourahmane Amadou Baba de n'avoir pas rendu publique la liste des citoyens inscrits telle que prescrit par la loi. Au terme de l'audience de ce jeudi au tribunal de grande instance du Fundi à Yaoundé, l'affaire a été renvoyée au 23 mai prochain. Le tribunal attend à cette occasion les répliques des avocats de la défense. Après la découverte d'un poste d'identification et d'enrôlement des électeurs dans un domicile privé à Massangam, dans le département du Noun, région de l'Ouest, des hommes politiques dénoncent ce qu'ils qualifient de fraude préélectorale. Interrogé sur le sujet, Cyril Sambaka, président de l'AFP, appelle les Camerounais à veiller pour que triomphe la vraie démocratie. Voici un morceau choisi de son intervention sélectionnée par Jean-Paul Moyo. Ça a toujours existé de tout temps. Il y a d'autres mécanismes qu'on ne va pas dévoiler ici, mais il faut que les populations comprennent que, au-delà du fait de s'inscrire, il faut qu'ils aient un engagement citoyen, qu'ils aient un engagement patriotique, qu'ils s'inscrivent dans la démocratie, parce que dans la démocratie, on ne nomme pas, on élit des gens qui vont exprimer la volonté non seulement de ce qu'ils ont présenté aux Camerounais, mais aussi les édirata de ce peuple-là, que le peuple se reconnaisse en des programmes. Et vous allez voir que petit à petit,
Nous allons entrer de plein pied dans la démocratie avec ce qu'on appelle les programmes, les projets de société. On va discuter autour de cela. Cyril Sambaka, président de l'Alliance des forces progressistes. 9 ans après l'accord de Paris sur le climat, l'essentiel des pays africains et notamment d'Afrique centrale n'ont pas de stratégie à long terme pour réduire leurs empreintes carbone. Et pour cause, les nombreuses difficultés à s'arrimer aux directives de ce cadre mondial. À Douala, les experts du continent sont réunis pour tenter d'apporter des réponses à ce défi. J'irai Siopa, Donald Brice-Kamgan. C'est au plus tard en 2022 que les États partis à l'accord de Paris sur le climat devaient envoyer leur stratégie de réduction du carbone à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Problème, sur 54 pays africains, tout juste 8 l'ont fait. La plupart de l'Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Aucun pays d'Afrique centrale. On a l'impression que c'est des questions qui sont très lointaines de notre vie quotidienne. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés maintenant dans une économie où on nous dit nous devons tout faire, nous devons faire attention de façon que nous produisons moins de gaz à effet de serre. Investir dans la réduction de l'empreinte carbone. Or, d'après le cabinet commis par le continent, pour comprendre les difficultés des pays à élaborer leur stratégie, il n'y a que l'argent fait défaut pour mener les études, mais ce n'est pas tout. L'expertise vient souvent de l'extérieur et de surcroît, beaucoup de pays n'ont pas de projection à long terme en matière de lutte contre les changements climatiques. Une fois que nous allons démontrer que ce que nous voulons faire, c'est pour le développement économique, les ministères en charge de la planification, les ministères de la communication vont se rendre compte qu'il faut maintenant investir. Dans beaucoup de pays, il faut également faire face au dilemme entre préserver l'environnement et réaliser les projets de développement. La préoccupation aujourd'hui, c'est comment concilier le développement et la protection de l'environnement. On ne demande pas de produits. Par exemple, le cacao, quand on prend le cacao, aujourd'hui on parle de nouveaux concepts qu'on appelle chez nous cacao habit de la forêt. En sourdine, beaucoup de pays africains reprochent aux pays développés, les plus grands pollueurs mondiaux, de ne pas accorder de façon conséquente les financements aux pays sous-développés pour accompagner leur migration vers les énergies renouvelables. Entre-temps, l'échéance de la neutralité carbone approche. Elle est fixée à 2050. Hors de nos frontières, plus de 200 civils tués en février dernier au nord du Burkina Faso, selon un rapport de Human Rights Watch, un nouveau massacre imputé à l'armée burkinabé. Et au Kenya, le bilan des inondations s'alourdit. L'on compte désormais 13 morts après la découverte de plusieurs corps. Nadine Gouanfo et Christine Babanda signent la mouture internationale. Au Burkina Faso, l'armée a sommairement exécuté au moins 220 civils, dont plus de 50 enfants, dans 2 villages le 25 février dernier, a déclaré Human Rights Watch. Ces massacres, qui comptent parmi les pires exactions commises par l'armée au Burkina Faso depuis 9 ans, semblent s'inscrire dans le cadre d'une campagne généralisée menée par l'armée contre des civils accusés de collaborer avec des groupes armés islamistes et qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité, indique l'organisation non gouvernementale. Depuis que les combats ont pris l'ampleur dans le pays, l'armée a été associée à des massacres de civils pour lesquels personne n'a eu à rendre des comptes. Au Kenya, le ciel n'offre pas de répit aux habitants de Nairobi, confrontés aux conséquences des inondations qui ont submergé leurs maisons et causé d'importants dégâts matériels après une nuit de pluie torrentielle. Au milieu de ce paysage de désolation, de nombreux habitants réveillés en pleine nuit dans le chaos tentent de sauver ce qu'ils peuvent. Alors que des coulées de boue ont été signalées dans l'ouest du pays, les autorités kenyanes ont conseillé aux habitants d'éviter les routes inondées. Depuis plusieurs semaines, de fortes précipitations s'abattent sur l'Afrique de l'Est en proie aux conséquences des changements climatiques. Direction la Côte d'Ivoire, où l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro a récemment pris la parole pour révéler les conditions qui lui ont été imposées par le pouvoir en place pour son retour sur sa terre natale après son échange téléphonique avec le président Alassane Ouattara. Son retour au RHDP, la preuve totale de sa sincérité, sont entre autres conditions imposées par les autorités ivoiriennes pour favoriser son retour. Pour l'ancien allié d'Alassane Ouattara, ces conditions ne pourront en rien affecter sa patience.
Nous vous le disions en titre, des joueurs de la sélection nationale de volleyball, messieurs, crient leur colère. Ces derniers revendiquent le paiement des primes depuis leur participation au championnat d'Afrique de volleyball en Égypte. Toute chose qui remet au goût du jour le sempiternel problème de financement des équipes nationales au Cameroun. L'État a très souvent du mal à payer les athlètes, obligeant ces derniers à organiser des mouvements d'humeur en guise de revendication. Joël Essengue et Aïk Cyril. L'alerte est donnée par certains cadres de la sélection nationale messieurs de volleyball via les réseaux sociaux. Ils revendiquent le paiement des arriérés de primes qui datent de leur participation au dernier championnat d'Afrique de volleyball. Un problème que la FECA Volley ne nie pas. Même si à bien d'égards, on peut avoir des choses à redire sur le canal de communication ou la démarche entreprise par les joueurs pour porter ces revendications, pour le moment, l'affaire a été portée comme une espèce de rappel-mémoire aux instances concernées, c'est-à-dire que le ministère des Sports, parce que ce n'est pas une question de la fédération, c'est de ressort exclusif du ministère des Sports et de l'éducation physique. En raison des tensions de trésorerie invoquées par le ministère des Sports et de l'éducation physique, la FECA Volley avait pris sur elle de préfinancer la participation du Cameroun au championnat d'Afrique et de désintéresser en partie les joueurs. La compétition avait été préfinancée par l'exécutif fédéral à cause des tensions de trésorerie que brandissait le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Une fois revenu donc, une prime d'encouragement, on peut l'appeler ainsi, qui avait été débloquée par le président de la fédération pour remettre aux joueurs avant que ceux-ci ne rentrent dans leurs différentes familles. Mais la question du non-paiement des primes aux athlètes n'est pas l'apanage de la FECA Volley. Toutes les disciplines, y compris le football, en souffrent. Dans ces conditions, l'on comprend pourquoi l'entrée principale du ministère des Sports et de l'Éducation physique est très souvent prise d'assaut par des sportifs obligés d'y organiser des mouvements d'humeur et autres sittings afin de revendiquer le paiement de leurs dû. Les compétitions sportives internationales éligibles au financement de l'État sont pourtant répertoriées, connues et parfois même budgétisées en début d'exercice. Mais cela n'empêche pas que l'on enregistre encore et toujours des grincements de dents. C'est avec ce reportage de Aïk Cyril que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinoxoir. C'est dans un court instant avec Serge Alain Autouf et ses invités. Serge. Kit d'Elections Cameroun et poste d'identification pour la carte nationale d'identité dans un domicile à Massangam. Nous sommes dans le département du Noun, région de l'Ouest. Des hommes politiques réagissent. Après la découverte, vous l'avez dit, d'un poste d'identification et d'enrôlement des électeurs dans un domicile privé à Massangam, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, des hommes politiques montent au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient de fraude préélectorale. Interrogé sur la question, Cyril Sambaka, président de l'Alliance des forces progressistes, appelle tous les Camerounais à un éveil citoyen pour que triomphe désormais la vraie démocratie au Cameroun. Voilà, c'est donc l'essentiel, l'Equinoxoir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. La suite, c'est un plateau en compagnie de nos invités, l'honorable Samuel Mott, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Xavier Bellemé Anand du FCC. Il est là également, Maître Joseph Tafo du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Dioum Emmanuel, vous aviez la parole lorsque nous sommes allés au journal le plus attendu de la planète. Voilà cette situation qui est un peu trouble, on ne comprend pas ce qui se passe. Finalement, à l'Ouest, comment un poste d'identification peut se retrouver dans un domicile privé? Thank you very much, Serge Alain Autouf. I think that there are two things here that are a bit confusing. The ELECAM going to identify people or register people in a particular residence. If it is somebody who has a high authority in a particular area, I want to think that ELECAM could be mobile. We have been calling for ELECAM to register people. I don't have a problem per se if ELECAM visits a chefferie or to register people for voting. Where I have a problem is with the commissariat that has become mobile. I don't think we have mobile commissariat in Cameroon.
You know, every normal citizen... Est-ce qu'à un moment, la police ne devrait pas aller vers les citoyens? Non, pas du tout. Pas du tout. La première Pourquoi? fois que moi j'entends ça. You see, it's that is where we have a very big problem in this country. We know where we are supposed to go for identification cards. Ouais, les postes d'identification. Police posts are well known for that. And you know that not every police post is even in charge of making identity cards. But it becomes a problem, it becomes very problematic when you hear that instead of the population going to a police post for identification, the police post becomes very mobile. It leaves an official police post to go to an individual. It means that the institutions of Cameroon, to an extent, are owned by some strong individuals who are above the state institution. I want to think what happened in Masangam. In a normal country, because many people believe that Cameroon is abnormal, looking the way things are being handled in this country, in a normal country, every policeman who left the police post to go to that place would have been arrested and should be answering questions somewhere now if we were in a serious country. Before they went for the news. Non, vous ne pouvez pas dire ça. No. À quel niveau se trouve No. la situation? No. I say in a serious country, every policeman who was there should be caught. Should be asking questions somewhere now. You cannot reduce the structures of a country that are in charge of the security of the whole country. It becomes mobile to somebody's residence. It's an insult to the state institution. Before we went for the news, Honorable Samuel Mout said something that caught my attention. I think when you are at the National Assembly, you are an MP for the nation and not for your party. And this kind of representation in the National Assembly has killed Cameroon. When you are, like he said, and I quote, that what happened in Masangam was very normal, and I think as an MP for the state, he's supposed to be thinking of how in the next sitting in the National Assembly they can vote laws to discard such actions in the country. But when he sits in the platform and comfortably says what happened there was in line with what Cameroonians and the ELECAM as an institution have been calling for people to know. I think we have to be serious. Je crois que c'est un malentendu, généralement il ne parle pas comme ça. No. Maybe you are not getting the Queen's language very clear, the way I'm putting it. You know, and that is what you people do. The other day when I left Yabase and I crossed Yengi, the first name that came to my mind was Honorable. Because in this platform you come and still defend that, no, the Yengi Pong, we need to be serious. Yes, I thought of him. I said, this is a place that has produced one of the highest politicians in this country, and look at how we are struggling removing you to cross at the Yengi Bridge. And these are the kind of things. No, he has a role to play. Like Beleme said a while ago, that he's not very sure that at the National Assembly, Honorable will even rest a finger to. I mean, you are a honorable, and things that happen like those that happen in Mazanga, we have to join after you to condemn them. No matter your political stance, we are civilian. First of all, put the nation first. Don't put where you belong as a political party. Okay. Because such things, such attitude has made Cameroon to be a ridicule to the whole world. We are counting on you people. We are counting on your clairvoyance as the MPs of the state. Okay. To talk in the name of the state and not in the state of the one-man show that you call a party. Honorable, vous voulez réagir avant le journal? Je voulais réagir tout à l'heure parce que il avait tendance à faire des comparaisons entre moi et Honorable Mithieu. Bon, nous sommes certainement de la même génération, mais nous n'avons pas les mêmes attitudes, y compris les mêmes postures. C'est une erreur de leur part que de penser que contrôler, ça veut dire nécessairement s'opposer.
Et quand je dis contrôler, ce n'est pas nécessairement s'opposer, c'est parce que dans mon métier, dans le civil, c'est effectivement des contrôles qui est fait souvent. Et ces contrôles-là, il faut les mener avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de tact, pour que vous n'ayez pas vous fâcher de tout le monde. Mais en même temps, juste pour vous mais en même temps, en tant que député, vous dire faire combien puis c'est cela le même de votre métier n'en a pas fait non plus. Même un de vos camarades de 153 n'en a pas fait non plus. Je crois que doit être à son troisième. Combien de députés 140, il y a une dizaine qui... Non, c'est ça qui n'en a pas fait non plus. Maintenant, restons également dans la philosophie républicaine. Et c'est une erreur de leur part de penser que nous sommes notamment en situation d'opposition avec le gouvernement. Dans nos exposés de motifs, chaque fois qu'on veut se faire élire, il est chaque fois précisé, nous voulons une majorité à l'Assemblée nationale qui va permettre de faire le développement de la politique gouvernementale. Et dans toutes les démocraties au monde, ça fonctionne de cette façon-là. Après, maintenant, je me réserve... Au point de s'empêcher de crier ce qui est même les... Je me réserve cependant de contrôler. Mais revenons à ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sur Massagam. J'ai plus ou moins, vous savez, contrairement à ce qu'il pense tout à l'heure, je suis quelqu'un d'assez courtois, qui parle avec suffisamment de réserve. Et c'est cette réserve qui m'a amené à vous dire tout à l'heure, la cartographie de la région de Massagam, je ne la maîtrisais pas beaucoup. Aujourd'hui, j'ai l'information à la faveur... Mais les faits sont là, on a pas besoin de maîtriser la cartographie. À la faveur du débat que nous avons aujourd'hui, il y a plus ou moins une indication de la zone difficile d'accès, avec une élite qui se bat au quotidien pour faire en sorte que cette localité-là se développe. Et contrairement par rapport à ce que mon fils disait tout à l'heure, en réalité, c'est notre devoir au quotidien. C'est notre préoccupation quotidienne. C'est notre travail au quotidien. Être à côté des populations pour faire en sorte que les endroits les plus reculés, y compris dont il a parlé tout à l'heure, puissent, à travers d'autres actions, trouver des espoirs de développement. Et dans le cas de ce qui s'est passé à Massagam, effectivement, non, ça peut continuer à se passer. Mais je vous l'explique tout simplement. Mais là également, j'ai pris des réserves par rapport à la présence de l'ECAM. Ça, au moins sur le plateau, ça a été clairement énoncé me concernant. Par rapport maintenant au poste d'identification, mais écoutez, en plus, ça nous coûte beaucoup d'argent. De voir que dans une localité comme celle-là, compte tenu effectivement de la mentalité d'un certain nombre de personnes, il y a des gens qui n'ont pas date de naissance. Et ils les voient froncer les cils. Ça, effectivement, on considère que c'est un devoir d'élu. C'est l'élu qui s'en va mobiliser le pôle d'identification depuis la ville. C'est pas vrai. Mais c'est ça que c'est un qu'un parlementaire soit à la police. Il n'y a pas une fois. Il n'y a pas. Arrêtez. Est-ce qu'on peut déplacer un poste d'identification? Mais oui. C'est vous. Qui vous a dit que l'identification se fait uniquement à pose fixe? Dans quelle loi on vous l'a dit ça? Et dans quelle loi on l'autorise d'avoir une identification? Et en plus, arrêtez. Vous êtes parlementaire, monsieur. Vous devez défendre les lois que vous. Monsieur Elémé, nulle part il est dit que l'identification se fait à pose fixe. Et effectivement, tout le drame, les gens que vous recevez dans vos émissions, il a mal dit que c'est le RDPZ qui est hors sol, qui est aérien. Ils ne connaissent pas le contexte dans lequel les gens se développent dans les villages. Et nous le subissons au quotidien. La loi que vous avez votée à l'Assemblée autorise le fait d'identification de se déplacer, aller dans un domicile d'un individu pour procéder à l'identification des Camerounais. Le risque admettons que vous et moi, et monsieur Maître Elémé. Monsieur Elémé. Non, je ne suis pas Elémé. Admettons que vous et moi n'avons pas la loi, le corpus de la loi concernant l'identification devant nous. Quel est le risque que l'on court de faire en sorte que des populations qui sont plus ou moins à l'abandon dans un coin reculé puissent être aidées et qu'on déplace le poste d'identification vers eux? Ça doit être une campagne d'information pour que tous les citoyens de cette localité soient suffisamment informés pour se déplacer. Arrêtez. Vous êtes parlementaire, vous venez ici défendre une illégalité. Vous n'avez aucune réalité de l'arrière-pays. Et effectivement, vous avez la réalité. Bon, c'est incroyable. Arrêtez.
arrêtez de m'interrompre. Quel parlementaire la République? Je dois vous demander parce que vous êtes en train de dire des choses assez graves. Non, Xavier Bellemé, on vous a compris. Je vous souhaite, M. Bellemé, ce n'est pas les effets de manche qui constituent le débat. Je vous souhaite demain ou après-demain d'être député. Mais si vous êtes député à Vouri-Est, vous ne serez jamais le député d'une zone reculée comme Samuel Dedede Motte là. Et en réalité, l'ensemble de ces choses-là que vous énumérez, parmi lesquelles, effectivement, cette activité d'identification, on considère que... Votre genre de député que vous venez d'écrire, je ne le serai jamais. Oh, mais vous me laissez parler. C'est juste une parenthèse. On considère que ça, c'est le travail d'élite. Et quand on voit effectivement une élite qui consacre de son argent, de son temps pour pouvoir mobiliser, de faire en sorte qu'ils ramènent ces gens-là. Nous sommes déjà dans un état privatisé. Oh, mais écoutez, Xavier Bellemé, je vous en prie. On devait louer l'ensemble de ces activités-là. Et bien entendu, c'est bien d'avoir un mandat représentatif à Vouri-5. En ce qui nous concerne, nous autres, hommes et femmes de l'arrière-pays, nous considérons qu'il vaut mieux se battre auprès des populations. Et c'est dans le cadre de cette activité-là, effectivement, que cet incident-là que vous relayez a été enregistré. Okay. Et en réalité, il n'y avait rien. Et par ailleurs, les gens qui protestent aujourd'hui, c'est qui? C'est les gens qui pensent qu'ils sont effectivement dérangés par ces décisions massives-là, qui seront certainement les qui les seront contre. Admettez-vous un seul instant, si le RDPC rentrait dans cette dynamique-là, la plupart des gens qui sont inscrits dans les listes électorales aujourd'hui sont été inscrits à l'époque où Maître Tafou disait ça ne sert à rien d'aller s'inscrire. Donc nous n'avons jamais dit. On peut imaginer. On ne peut pas vous laisser dire ça. Le MFC n'a jamais demandé aux gens de ne pas s'inscrire. Aucun autre parti ne faut pas confondre. Allez vous inscrire et n'allez pas aux élections. Vous allez intervenir après. On peut imaginer donc que pendant cette période, la plupart des gens qui sont sur les listes électorales aujourd'hui, c'est les militants de RDPC. Imaginez-vous un seul instant qu'on commence à se mettre à travers aujourd'hui ces procédures électorales-là, parce qu'on voit très bien que le MSC s'implique, parce qu'on voit bien que le SDF s'implique, parce qu'on voit que le FCC s'implique. Nous considérons que c'est un devoir citoyen. Quand il s'agit de l'accompagner, on l'accompagnera. Après, maintenant, le temps de la campagne arrivera et les gens, dans le secret de leur isoloir, voteront le candidat bien qu'ils auront bien envie de voter. On ne descendra pas dans le cadre d'une opération comme celle qui s'est passée à Bachab avec les Gourdins pour pouvoir dire qu'on disperse. La communication a été faite parce qu'il n'était pas question d'inscrire 2 ou 3 personnes. Ok. Maître Dafo, justement, cette descente de la police dans ce poste d'identification qui se retrouve dans un domicile, ça vous dérange? Contrairement à ce que pense l'honorable Motte, le policier aller vers les citoyens? Ça me dérange au plus haut point parce que ce langage vient d'un député de la nation. Je ne vais pas. C'est quoi le risque? C'est quoi le risque, Maître Tanfo? D'un député de la nation. C'est quoi le risque? Je voudrais. Il y a un risque à cela? Le risque, c'est à quel niveau? Ouais. Honorable, vous vous souvenez qu'il n'y a pas un an, le président de la République a fait sorti un décret pour rappeler que désormais les cartes d'identité pouvaient être également établies dans les mairies. Ça ne veut pas dire que c'est les maires. C'est quoi le risque? Laissez-moi aller au bout. Je vous ai parlé tout à l'heure. Ce n'est pas que c'est les maires qui établissent les cartes d'identité, mais c'est qu'un poste de police d'identification pouvait être déporté dans les mairies. Parce qu'il y a plein d'endroits où il y a les mairies, mais il n'y a pas de commissariat. Donc vous comprenez que le problème c'est au niveau de la légalité et de la communication. La légalité, certes, admettons que ce soit la légalité, on n'a pas exclu les autres zones. On n'a pas dit que le poste d'identification ne peut pas être mobile. On a dit, on a envisagé l'hypothèse de les faire au niveau des mairies. Parlons donc. Pas les autres. Je vous le concède, même si je ne vais pas entrer dans un débat juridique avec vous, je vous le concède. Le problème maintenant, c'est au niveau de la communication d'abord. Oui. Est-ce que ceux qui prennent sur eux... C'était connu de tous qu'il y avait un poste d'identification dans ce... C'était pas connu, puisqu'il paraît même qu'ils ont été monnayés pour aller s'installer là-bas. Parce que selon ce qu'on écoute, quelqu'un serait en train de revendiquer qu'on rembourse son argent parce que la mission n'a pas été clairement établie. Je ne fais pas dans la langue de bois. Vous comprenez? Voilà, vous comprenez? Donc, je suis très embêté parce que l'honorable
sur ce plateau... Qui veut être remboursé par rapport à la personne qui les a missionnés. La personne qui les a... Il paraît qu'on les a missionnés pour aller s'installer dans ce domicile-là, établir les CNI, que le bureau... Je veux dire quel démembrement... Permettez, je vous en prie, honorable. Je ne vous ai pas interrompu, je vous en prie. Que je ne vous ai pas interrompu lors à votre dernière prise de parole. Je vous ai écouté religieusement, bien que j'étais très embêté parce que je voudrais rappeler que vous avez une casquette spéciale sur ce plateau et donc vous devriez dire, en dehors du juriste que je suis, vous-même qui votez ces lois-là, vous devriez dire ce qu'il en est. Si on peut comprendre que le poste de l'ECAM se trouve quelque part là-bas, parce qu'il est question de stimuler les citoyens d'aller s'inscrire, on ne peut pas comprendre qu'il y ait un poste d'identification dans ce domicile. C'est un problème. Et ce qui embête davantage, ce problème, et ce qui embête davantage, c'est qu'on nous dit que depuis 2 jours, on est en train de parlementer avec ces individus, et y compris l'officier de 2e grade, qui s'y trouverait de manière à les extirper gentiment. Mais ça m'étonne encore parce que en 2019, j'ai vu avec quelle brutalité Maurice Kamto et Lenzonga ont été enlevés, déportés, brutalisés, sortis dans une maison parce qu'on considérait que c'était des badauds, des voyous avec un mandat de perquisition. Cela signifie que depuis 48 heures qu'ils sont à Massangam, dans ce domicile, on n'a pas encore pu trouver un magistrat là-bas qui peut délivrer un mandat de perquisition ou alors un mandat pour le faire amener de force. Est-ce que c'est ce qui a été dit. Il semble. D'accord. Ah, vous dites qu'il semble. Et comment vous n'êtes pas sûr à raconter ce genre de choses. Ce n'est pas moi qui raconte. C'est ce qui s'est passé au journal de Kinos depuis hier. Aujourd'hui, on en a parlé. On en parle encore. Les routes sont bloquées. La population est sur le qui-vive. Entre-temps, on nous dit qu'il y a des autorités là-bas qui parlementent avec ce monsieur qu'on appelle Kosovo, si j'ai bien entendu, et pour qu'il fasse sortir le kit d'identification. Et le policier qui certainement s'en occupait. Maintenant, quand on établit permettez honorable. Maintenant, quand on établit les cartes d'identité, on sait comment on établit une carte d'identité. Est-ce qu'ils ont le certificat de nationalité déjà? Est-ce qu'ils ont produit un certificat, les pièces afférentes pour se faire établir une carte d'identité? Et pourquoi à côté d'eux, il y a un poste de l'ECAM? Ça fait curieux quand même. Vous vous interrogez pas, honorable. Je voudrais rappeler que vous êtes honorable député de la nation. Cela signifie qu'en Mondo Vision, vous devez dire ce que le citoyen doit comprendre. Il faut d'abord commencer par décrier cette situation qui fait qu'un poste d'identification se trouve dans un domicile privé. Si c'était dans une chefferie et qu'il y a la communication, en même temps, je voudrais rappeler que si les Camerounais ont des problèmes d'identité, de carte d'identité, ce n'est pas parce que les commissariats sont éloignés de leur domicile. C'est pas pour ça. C'est pas parce que les commissariats sont éloignés. C'est parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Ceux qui bénéficient de l'établissement de ces cartes d'identité. C'est pas à moi que vous allez poser la question. C'est au régime que vous défendez qu'il faut poser la question. Beaucoup de Camerounais n'ont pas d'acte de naissance. Et vous venez poser la question au militant de MRC que je suis. Nous ne sommes pas comptables de votre gestion. Nous ne sommes pas comptables. Se structurer aux parents pour aller faire des déclarations de naissance. Est-ce que l'administration a facilité l'établissement de ces cartes, de ces actes de naissance? Mon père a fait 50 km à pied pour aller déclarer ma naissance au moment où je suis né. Il avait de l'énergie. Il avait de l'énergie, il était responsable, monsieur. Oui, les autres ne le sont pas. Les autres ne le sont pas. Maintenant, le rôle régalien. Il ne serait pas en train de, il serait pas devant vous aujourd'hui en train de parler, de discuter des problèmes de la République
si c'était à faire, c'est de la même façon que les parents que vous ensassez ça. Donc vous justifiez le fait que tous les citoyens n'aient pas d'acte de naissance parce qu'ils n'étaient pas autant forts que votre père et parce qu'ils n'avaient pas autant de moyens. Parce qu'ils ont perdu un certain nombre de valeurs, de responsabilités notamment. Le rôle de l'État, c'est quoi? Le rôle d'un gouvernement? D'aller contraindre les gens à faire des déclarations. C'est de faciliter, c'est de créer des conditions favorables et pour pouvoir identifier les citoyens. C'est aussi simple que ça. Pour faire une déclaration de naissance, le parent doit être... Tous les jours, on nous annonce les audiences foraines pour faire établir les actes de naissance. Alors, donc, malheureuse qui donc, nous attendions à ce que l'honorable commence déjà par décrire cette situation. Je veux dire que, s'agissant de Bassangam, c'est une niche qui a été découverte. Oui. On ne peut pas penser que ce soit un cas isolé parce que des gens prennent des initiatives semblables. Dites-vous bien, Serge Alain, que ce n'est pas, ils ne sont pas les 20 matins pour le faire. Et dites-vous encore que si un officier de police peut se déplacer dans un domicile privé avec ce matériel et la tenue de la République sur lui, je ne pense pas que ce soit un cas isolé. Donc on ose croire. On a peur de ce que il y ait des niches, des poches comme ça, un peu partout dans la République, et que c'est le hasard, l'heureux hasard, qui a voulu que ce cas de Bassangam soit mis en longue vision, pour dire jusqu'à quel point ce régime est prêt à bafouer les efforts que les Camerounais fournissent pour instaurer la démocratie dans ce pays. Une petite précision, Maître Tanfou. Oui. La loi à laquelle vous avez fait allusion, les postes d'identification, notamment dans l'arrière-pays, se trouvent au niveau des départements à l'heure actuelle. L'idée de dire effectivement qu'on va les faire au niveau des mairies, c'était là également pour pouvoir rapprocher l'administration des administrés. Cela ne veut pas dire officiellement, cela ne veut pas dire que c'est à poste fixe non plus. Ce qui veut dire que lorsqu'on a dit qu'on a mis ça au niveau de la mairie, au niveau de la commune peut également se charger pour faire ce porte-à-porte-là, pour pouvoir faire en sorte que, même quand on n'a pas déclaré les naissances, au moins la carte d'identité pour les gens qui ont leur citoyenneté et qui ont également les pièces qui justifient cette citoyenneté-là. Ok, vous voulez nous faire voir que si on va dans la mairie de Bassangam, le maire peut nous dire qu'il est au courant de ce que ce poste de police, ce poste d'identification se trouvait là-bas? Je ne sais pas, on va continuer. Il a parlé, Oui, je dirais que c'est une situation extrêmement grave. C'est d'une gravité comprendre que l'identité camerounaise est complètement fossoyée par le RDPC. C'est ça énième fortitude qui vient d'être découverte par les Camerounais. Et c'est ça la réalité. Et d'autant, personnellement, moi, ça me rend triste sur votre plateau, que cette position grave soit défendue par l'un député de la nation. Je suis complètement... Je connais au point de ma charge. Je ne pas à l'incidence député de la nation et je pèse les mots quand je parle aussi. Et il n'y a aucun décret, ni un arrêté, encore moins grave, une loi, qui autorise que l'identification des citoyens camerounais peut être privatisée. C'est-à-dire que vous et moi, ces gens-là, d'après le loi, nous pouvons aller quelque part dans le commissariat le plus proche. Il suffit par le fait que c'est dans l'arrière-pays, mais quand même, ça se comprend pas. On vous donne la carte d'identité et on peut identifier les Camerounais. C'est ce qu'on veut nous faire croire là. Mais c'est une situation très grave. Donc, et aussi, il y a une chose, il y a un message, un autre message que ce poste découvert nous renvoie. Ça veut dire que le grand soit en train de battre. Parce que certainement, la personne qui a l'origine de cette trahison doit être dans notre camp du Grand Soir où ils sont en train de... Il n'y a aucune trahison. Il y a un camp qui est en panique aujourd'hui à Fumban qui considère aujourd'hui que la salle de la position là peut être utilisée comme c'est pour quel fileux. D'ailleurs, il y a quelque chose que Maître Tafoua a décrit tout à l'heure qui n'a pas retenu votre attention. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont quelque part, il y a des militants
de l'UDC qui les attend dehors en disant on va en découdre avec vous. Voilà la République que vous voulez nous faire. Moi, je pense pas avoir de ça. Les gens ne savent pas pourquoi. Donc, que les gens s'expliquent. Merci. Cela démontre suffisamment que vous êtes dans un état de frilosité. Non, de fin de règne. Et que dans cet état-là, il faut utiliser tout moyen pour pouvoir se mettre. Merci. Mais c'est la fin. I just wanted to say that 30 secondes rapidement, on sort de l'émission. Public security posts have become mobile. Let them look at the situation of those people in Northwest and Southwest who are being tormented every day because of lack of ID card. Let the public security posts in Northwest and Southwest go to the people's houses and identify them. Because every day they are being taken hostage by the men in uniform because of lack of ID card. That will save those people a very big. Non, quand vous dites les hommes en uniforme, j'espère que faut pas mélanger. Hein. Tout le monde peut mettre l'uniforme. Public security posts, if they have become mobile in Noon, let them become mobile in Norwest. Ils sont mobiles partout. Merci. Ils sont partout. Il faut que l'État cesse d'instrumentaliser notre police. Elle est constituée de citoyens camerounais, de policiers bien formés qui font au quotidien leur travail correctement. Il y a parmi eux des brebis galeuses, mais je connais des officiers comme les on ne fait pas le procès de la police. On ne fait pas le procès de la police. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir. Le commissaire Méfilé.